Je vais vous présenter les principaux résultats d'une étude du CEREC parue en 2018 dans le CEREC Bref numéro 363 intitulé « Les différents visages des formations continues à visée écologique ». Ces principaux résultats ont été écrits par Alexandre Meliva et Christelle Gauthier du département formation continue du CEREC. Pour lire l'étude, il est possible de se référer au rapport technique CEREC étude numéro 14 de 2018 faisant 71 pages. Les 4 notions clés de cette étude sont formation continue, transition écologique, économie verte et organismes de formation. Dans un premier temps, le contexte a été analysé. À travers un secteur émergent, il a été mis en œuvre des formations spécifiques par une adaptation des savoirs et compétences pour des professionnels de nombreux métiers et secteurs professionnels, dans l'objectif de réaliser une transition écologique. Maintenant, des actions ont déjà été engagées. Une actualisation des diplômes et des certifications et un renouvellement de l'offre de formation. Le renouvellement de cette offre est plus complexe à mesurer et de nombreuses questions se posent. Quels types de formations écologiques sont proposées? À quel public? Quels sont les niveaux de formation? Les cibles d'emploi? Les domaines professionnels visés par les organismes formateurs? L'enquête que je vais vous présenter propose quelques éléments de réponse à travers une analyse économique. De très nombreuses initiatives et rapports publics ont été réalisés par la transition écologique de l'économie française, avec pour thème la prospective des emplois et les besoins spécifiques en formation. On a pu établir que les états des lieux étaient contrastés selon les différentes filières économiques, et il a été pointé certains manquements, tels qu'une offre de formation continue au développement durable en plein essor et peu mise en exergue à travers les différents travaux. L'économie verte est un secteur dit nouveau. Cette économie ne s'appuie pas actuellement sur un corpus de savoirs et de compétences stables, car pas clairement identifiés, notamment par le fait que les innovations sont soumises à des incertitudes fortes, tout comme peuvent l'être les performances tant techniques qu'économiques. Cette offre de formation est peu lisible, dépourvue la plupart du temps de référentiels partagés, et elle peine à trouver son modèle économique. Cette instabilité est due au fait que différents répertoires sont utilisés pour classer les activités écologiques avec une absence de classification unique et officielle. Maintenant, on peut relever que l'expertise écologique est élevée et qu'elle mobilise un haut niveau d'expertise des formateurs sur des savoirs souvent très pointus techniquement. Après avoir fait un tour du contexte, je vais vous présenter l'étude Former Vert, dont l'objet est d'apporter un éclairage sur cette nébuleuse que constitue l'offre de formation continue au développement durable à travers ce secteur économique émergent souvent opaque. L'enquête a tenté de répondre à la question suivante. À quoi pourrait ressembler et donner lieu une stratégie politique nationale ou infranationale de soutien aux formations continues à visée écologique? 60 000 organismes de formation continue étaient inscrits au fichier des bilans pédagogiques et financiers du ministère du Travail. L'enquête a focalisé sur les 3 000 dans les spécialités les plus concernées par la transition écologique, c'est-à-dire celles qui ont déclaré accueillir des publics dans les spécialités de la production. Sur ces 3 000 organismes, 250 ont été enquêtés, parmi lesquels 60% ont déclaré avoir dispensé des formations ou des modules à visée écologique en 2013. L'enquête a ainsi pu recueillir à partir de celle-ci près de 200 formations. Ces organismes d'enquête sont essentiellement privés, à but lucratif ou non lucratif. Leurs formations sont le plus souvent leur unique activité. Néanmoins, parmi ces organismes d'enquête, quelques-uns sont publics ou parapublics. Quand on se positionne au niveau de l'analyse statistique, 2 dimensions principales émergent. La proportion de demandeurs d'emploi accueillis dans ces formations et la prépondérance ou non d'un commanditaire. Pour faciliter le recueil de formations, l'enquête a établi une classification qui est la résultante de la synthèse de 3 classifications. Celle-ci propose de classer les formations selon 4 grands domaines qui dispensent des savoirs distincts qui sont prévention et gestion des risques majeurs, gestion et traitement des déchets, économie d'énergie et protection de la nature et des milieux écologiques. Chacun représente entre un quart et un tiers des formations recueillies. Une analyse en correspondance multiple a été menée à partir des réponses à l'enquête. Une ACM est une technique descriptive qui vise à résumer l'information qui est contenue dans un grand nombre de variables dans l'objectif de faciliter l'interprétation de leurs corrélations. C'est une méthode d'analyse factorielle adaptée aux données qualitatives.
Pour cet ACM, les variables principales utilisées permettent de caractériser la formation. D'autres variables illustratives ont été utilisées comme celles qui caractérisent les organismes de formation. 5 configurations de formation au développement durable ont été obtenues grâce à cet ACM. L'enquête va développer chaque modèle stratégique. Pour s'y retrouver plus facilement, j'ai octroyé un code coloré par configuration. Un schéma, présent dans l'article bref, illustre le positionnement des 5 modèles stratégiques vis-à-vis de la proportion de demandeurs d'emploi accueillis dans ces formations et les formations sur mesure ou génériques. La première configuration est celle des formations longues, vers les demandeurs d'emploi. Il y a peu de sessions dans l'année. Elles sont dispensées sur des durées longues. La plupart sont sanctionnées par une certification ministérielle et pour le compte d'un acheteur régulier, le plus souvent public. Il y a une forte standardisation des savoirs qui sont transmis par des personnels pédagogiques permanents et un volet d'intervenants spécialistes. Ces offres sont pour 80% dispensées par des associations d'insertion et des organismes de réseau ministériel certificateurs et 20% par des organismes à but lucratif. Ce sont des organismes plus anciens que la moyenne, dont le chiffre d'affaires est plus élevé, plus fréquemment issus de la formation continue. Ces organismes sont globalement généralistes. Pour environ 60%, la formation n'est pas source principale de revenus. Les formations dispensées sont essentiellement dans les domaines de la gestion et le traitement des déchets et dans les domaines des économies d'énergie, ainsi que dans les domaines proches de ceux privilégiés par les stratégies nationales. La deuxième configuration est celle des formations supérieures à visée de sensibilisation qui est destinée à un public varié à travers des formations post-bac. L'offre est dispensée essentiellement par des services de formation continue universitaire, des organismes à but lucratif et des organismes associatifs. La transmission se fait par des enseignants et des chercheurs. Ces organismes, même si un peu plus récents que ceux de la configuration précédente, génèrent aussi des revenus élevés, pour plus de la moitié issus de la formation continue. C'est souvent l'unique activité dans les organismes privés. A contrario, ces formations sont proposées parmi d'autres par les services de formation continue universitaire. Elles représentent moins de 25% de ces formations. Elles concernent 3 des 4 grands domaines. La troisième des configurations est celle des formations techniques courtes en entreprise agricole ou en bâtiment. Elles permettent de répondre à des problèmes techniques spécifiques de salariés et de chefs d'entreprise à des moments donnés. Ces formations sont de très courte durée, ponctuelles et sans certification. Pour 52%, elles sont dispensées par des organismes à but lucratif. Elles le sont aussi par des associations, des organismes individuels et des consulaires. Il est souvent fait appel à un pair à partir de sa réputation. Ces formations continues, qui viennent le plus souvent en appui d'une activité principale, représentent moins de la moitié de leurs revenus totaux, avec moins de 10% de leur flux annuel de stagiaires. Ces formations représentent donc une activité mineure pour ces organismes. Leurs formations concernent 3 des 4 grands domaines. Les 4e et 5e configurations gravitent autour de l'acquisition de nouvelles normes et réglementations. Ces formations concernent 2 des 4 grands domaines. Pas de niveau requis ni visé, avec des certifications essentiellement de type habilitation. Nous allons analyser en parallèle les formations en inter-entreprise et en intra-entreprise. En inter-entreprise, les formations sont dispensées pour le compte de différents employeurs et pour des demandeurs d'emploi, donc pour le compte d'acheteurs multiples, dont publics, alors qu'en intra-entreprise, elles sont dédiées à un acheteur privé. Dans l'enquête, certaines données sont précisées pour l'inter-entreprise et pas forcément pour l'intra-entreprise, comme le fait que ces formations inter soient de courte durée. Avec de nombreuses sessions dans l'année, en inter, les formations sont plus génériques et sont sous-traitées à des organismes indépendants. En intra, les formations sont plus spécifiques et on fait appel à des formateurs indépendants, recrutés ponctuellement pour leur expertise. Le fait de sous-traiter à des organismes indépendants permet quant aux organismes donneurs d'ordre en inter d'être capables de répondre à une demande forte, donc de bénéficier d'un rendement d'échelle. Ces formations ont un poids conséquent dans leurs activités annuelles. Elles ont un caractère standard, là où en intra, on s'attache plus particulièrement à transmettre une compétence.
Pour conclure, l'enquête sur les formations continues à visée écologique fait état de l'emprunt d'économies variées. Elle révèle des conceptions différentes des liens entre formation et emploi. Enfin, ces formations confèrent au savoir écologique des contours, des contenus et des conditions de transmission distincts. L'enquête suggère que l'action politique de soutien pourrait s'appuyer sur un invariant qui est une expertise élevée des personnels pédagogiques. Leur proposition serait d'inscrire durablement cette expertise dans l'offre de formation continue par une meilleure association de ces professionnels aux ingénieries de formation et parallèlement d'investir dans la formation des formateurs.